qui est quasiment impossible, c'est-à-dire résumer l'histoire de toute la science-fiction anglo-saxonne en 1 heure. Je vous le dis tout de suite, je n'y ai pas réussi. Alors, il y a la version qui tient, j'ai préparé une version qui tient en 1 heure, qui peut être suivie, si vous en avez envie, par le reste, mais je vous préviens tout de suite, dans ce cas-là, on dépassera les temps. Alors, pour commencer, je redonnerai ma définition de la science-fiction, qui est celle que je vais donner déjà l'année dernière, lorsque je vais parler de la science-fiction française. C'est que pour moi, dans science-fiction, il y a le mot science. Donc pour moi, comme la science moderne ne commence qu'à la fin du XVIIIe siècle, le premier livre que je considère comme étant de science-fiction, c'est celui-ci, que vous connaissez tous, c'est le Frankenstein de Mary Shelley. Parce que là, on utilise l'électricité, ce qui évidemment, au début des années 1800, est le dernier cri des nouvelles technologies. Hein. Et donc il paraît, bien sûr comme vous le savez, en Grande-Bretagne, qu'il est pays d'origine avec la France de la science-fiction. Alors avant, comme on va se concentrer sur la science-fiction anglo-saxonne, bon, les débuts de toute façon sont anglais, mis à part Mary Shelley, il faut ensuite mentionner quand même Sir Henry Rider Haggard, hein, qui nous a donné toutes les aventures d'Alan Quatermain, l'aventurier africain qui découvrira les mines du roi Salomon. Ah. Pardon, petite fausse manœuvre, j'ai appuyé sur la mauvaise flèche. Voilà. Donc, les mines du roi Salomon, là, on est aux marges de la science-fiction, puisque ce sont des mondes perdus, des civilisations inconnues, avec des gens qui ont des pouvoirs mystérieux, etc. Mais on peut considérer que tous ces mondes perdus font partie de la science-fiction. Un autre auteur aussi d'avant Herbert George Wells, qui est très connu d'abord pour les derniers jours de mon pays, c'est Bulwer Lytton, hein, qui, avec son roman de SF La race à venir, The Coming Race, est un pur roman de science-fiction. Hein, là aussi, une race, une civilisation inconnue qui nous est bien supérieure et qui utilise le vril, qui est une forme d'énergie bien plus puissante que toutes celles que nous connaissons. Alors, maintenant, pour en venir à celui qu'on peut véritablement appeler le père de la science-fiction moderne, hein, c'est Herbert George Wells qui a 1866-1946, sans doute l'un des écrivains britanniques les plus célèbres qui soit, et on peut dire que c'est l'homme qui a inventé le genre, hein, parce qu'avec La machine à explorer le temps, L'île du docteur Moreau, L'homme invisible et La guerre des mondes, et Quand le dormeur s'éveillera et Les premiers hommes dans la lune, en une demi-douzaine d'années, il a traité tous les thèmes. Donc ça, c'est la première édition, je crois, de la guerre des mondes. On peut lire tout ça, toutes ces œuvres. Et donc c'est lui qui a posé toutes les bases, hein, tous les thèmes de base. Le voyage temporel, le voyage dans l'espace, la guerre spatiale, les voyages dans le futur, en dormant, etc. Donc on a tout comme ça, et les différents contacts avec des races extraterrestres. À partir de là, bon, la science-fiction moderne est vraiment, pour moi, née. Alors, ensuite, bien entendu, et à côté de Wells, il y en aura d'autres. Il y a naturellement Sir Arthur Conan Doyle, hein, qui fait paraître un roman qui sera promis à une grande célébrité, c'est Le Monde perdu, où apparaît pour la première fois le professeur Challenger. Et là, naturellement, et ensuite le professeur Challenger connaîtra tout un tas d'autres aventures plutôt de science-fiction, hein, avec la Terre qui crie, etc. Donc on est là aussi en pleine science-fiction. Pendant ce temps-là, de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, il faut bien reconnaître que jusqu'à 1912, il ne se passe pas grand-chose. Wells, naturellement, est beaucoup lu. Jules Verne est traduit et connaît un immense succès. D'ailleurs, il inspirera beaucoup de copieurs, hein, dont le plus célèbre est Louis Sénarins, mais on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup d'auteurs originaux américains, et en général, ils se contentent de sévir dans la littérature jeunesse.
Et puis en 1912 va arriver un auteur qui va marquer de manière indélébile la science-fiction mondiale, on peut le dire. C'est bien entendu Edgar Rice Burroughs. Edgar Rice Burroughs, avec la parution dans All Story de la princesse de Mars, c'est les aventures de John Carter sur la planète Mars. On peut dire que là, le grand planète opéra et le space opéra vient véritablement de naître. Là, on rentre dans l'image la plus classique de la science-fiction, avec des histoires, des grands combats débridés, des héros, etc. On est sur Barsoom. Bon, et ça va durer, il va décliner ça sur combien de volumes, à peu près une dizaine de romans au total. C'est toujours très bien. Et Edgar Rice Burroughs est incontournable, puisque bien entendu, on le connaît aussi, l'année 1912 c'est une année fastueuse, puisqu'il c'est en 1912 aussi, en octobre, il publie dans All Story, qui était l'un des grands magazines de l'époque, le premier roman Tarzan of the Alps, donc qui introduit son héros le plus célèbre. Et dans les aventures de Tarzan, 23 romans au total, il y en a à peu près, un peu moins de la moitié, disons, qui sont véritablement, qui reprennent des thèmes de science-fiction. Alors je vous montre par exemple Tarzan et les joyaux d'Opar, civilisation disparue au cœur de l'Afrique, c'est les derniers descendants des Atlantes. Tarzan et les hommes fourmis, des hommes miniatures. Tarzan dans la préhistoire, une vallée dans laquelle survivent des dinosaures en Afrique. Donc là aussi, on est vraiment au cœur de la science-fiction. Et Edgar Rice Burroughs ne s'arrêtera pas là. En 1914, il entamera un troisième cycle qui est lui aussi fort célèbre. C'est celui des aventures de David Innes dans Pellucidar, le grand royaume au cœur de la Terre, c'est-à-dire que la Terre est creuse. Nous vivons sur la face externe de la coquille. Et Pellucidar, c'est à l'intérieur, on y rentre par les ouvertures du pôle Nord. Edgar Poe l'avait déjà fait avant, mais on peut dire que Edgar Rice Burroughs est vraiment l'homme qui va développer ce cycle. 6 romans au total, et dans le dernier, en 1930, Tarzan lui-même volera au secours de David Innes dans Pellucidar. Ensuite, pendant qu'il y a la guerre en Europe, il ne se passe pas grand-chose, mais les États-Unis, eux, continuent de publier de la science-fiction. Il y a un nouvel auteur qui apparaît, qui est Abraham Merritt. Ça sera l'un des très grands auteurs, qui publie The Moon Pool, traduit en français sous le titre Le Gouffre de la Lune. Et là aussi, c'est un être super intelligent qui dirige une civilisation antédiluvienne au fond de cavernes. Il publiera ensuite, toujours, vous voyez dans Argo City All Story, le monstre de métal, qui là aussi est un grand classique, avec des êtres métalliques qui se nourrissent de l'énergie solaire. Merritt sera l'un des auteurs très influents donc, à la première partie du XXe siècle aux États-Unis. Il y a 2 autres auteurs qui sont très célèbres aux États-Unis et qui sont vraiment des pionniers de la science-fiction et qui ont sombré dans un oubli qui me semble tout à fait injustifié, surtout en France, et qui commence après la Première Guerre mondiale, donc qui commence vers 1919-1920. Alors le premier, c'est Ray Cummings, qui a publié The Girl in the Golden Atom, le thème classique du voyage dans un atome d'une bague. Et chaque atome représente un système solaire. C'était une idée de la physique de l'époque. Et Ray Cummings, c'est l'un des premiers à l'exploiter. Il exploitera ensuite aussi les voyages dans le temps, etc. C'est de la bonne science-fiction de l'époque. Il y a un second auteur de cette période qui lui aussi est un peu oublié aujourd'hui. Pourtant, il a été très prolifique et très influent parce qu'il a exercé pendant plus d'un demi-siècle. C'est Murray Leinster. Qui a fait ses débuts en 1920 avec The Mad Planet, qui était une nouvelle. Ensuite, il va la transformer en 1953, parce qu'elle sera rééditée plusieurs fois entre temps. En 1953, il la transforme en un roman face au succès.
qui s'appelle Forgotten Planet, qui sera même publié en français en 1960. Donc vous voyez quand même un auteur avec des tournées de vie pour son œuvre qui sont vraiment... Et Muriel Leinster, il sera très très prolifique, je crois qu'il a dû écrire une centaine de romans à peu près. C'est colossal.